Et on va parler de ce contexte économique avec 3 invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Wizy. Bonjour, vous êtes sénateur socialiste de l'Oise, nouvellement élu. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Également sur ce plateau, Olivier Henno, bonjour. Bonjour. Sénateur Union centriste du Nord. Et Henri Cabanel, bonjour. Bonjour. Sénateur RDSE de l'Hérault. Olivier Henno, le chômage qui remonte, la croissance qui freine, est-ce que la conjoncture économique aujourd'hui, elle vous inquiète ? Il faut faire preuve de vigilance, mais il ne faut pas dramatiser non plus. On a une croissance qui est moins dynamique, mais qui reste quand même plus dynamique que dans d'autres pays européens. Il y a toujours des emplois non pourvus dans notre pays, et la question reste quand même de l'insertion professionnelle. Il reste des emplois non pourvus, et donc bien évidemment il y a de l'inadéquation entre les deux, c'est ce que disait Emmanuel Macron. Il y a encore un taux de chômage à 7,4%. Cette question demeure, cette question de l'insertion professionnelle. Ce matin, on discutait de l'augmentation du nombre d'apprentis. Voilà, il faut à la fois faire preuve de dynamisme, accompagner les entreprises, et puis surtout mettre le paquet sur l'insertion professionnelle et faire en sorte que, on soit en capacité de s'adapter, permettre aux personnes de s'adapter à ce monde qui change très vite. C'est ça la grande question, je crois. Henri Cabanel, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez au niveau de votre territoire ? Est-ce que vous observez cette inadéquation dont vous parliez à l'instant ? Est-ce que vous voyez aussi des fermetures d'entreprises, un taux de chômage qui tend à remonter ? Mais bien sûr. Alors, le taux de chômage, incontestablement, par rapport à la situation économique de notre pays, va certainement re-augmenter. Mais par rapport à ce que vient de dire mon collègue, moi je pense aussi qu'il faut mettre l'accent sur la formation. Parce que aujourd'hui, quand on va sur les territoires et qu'on va à la rencontre de nos chefs d'entreprise, il y en a 60 ou 70% qui cherchent à recruter, mais qui ne trouvent pas, parce qu'il n'y a pas suffisamment donc de salariés compétents et formés. Donc voilà, Alain Bertrand disait il n'y a pas si longtemps que ça, réindustrialiser le pays c'est bien, mais avoir donc des salariés compétents c'est encore mieux, parce que la difficulté, me semble-t-il, elle vient aussi de là. Alexandre Wizy, votre constat, vous, par rapport à votre territoire et de façon plus générale. Je pense qu'il y a quand même de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a une politique monétaire, une banque centrale qui a des taux très élevés. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les territoires, pour parler très concrètement, on observe un ralentissement très fort du secteur immobilier. Pour vous donner un ordre d'idée, sur l'année dernière, pour un an, vous avez une baisse de 28%, et ça tous les maires vous le disent, des permis de construire. Vous avez une baisse de 16% du nombre de chantiers. Et le secteur du bâtiment est quand même un secteur qui draine de l'emploi. Donc on a ce premier problème-là. On a une politique économique, là, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la première fois depuis les années 2000 qu'on fait une contraction de la dépense publique de 0,5% du PIB, c'est ce que fait le gouvernement cette année, alors qu'on n'a pas 2% de croissance. Donc on va avoir un effet récessif du budget de l'État sur l'économie en général. Donc il y a quand même de quoi s'inquiéter, et les chefs d'entreprise, quand même dans les différents baromètres, disent « bon, maintenant on a un peu moins de difficultés à trouver du monde ». Donc ça sent pas très bon cette affaire. Et quand vous regardez les prévisionnistes, ils vous disent quoi ? On est à 7,4% de chômage, ils annoncent 8% pour la fin de l'année 2024. Donc non, sur le front économique, il y a quand même des sujets et des inquiétudes à avoir. Vous parlez des difficultés sur le secteur de l'immobilier. Autre secteur en difficulté, celui de l'habillement. Et donc, dans ce contexte, la campagne de l'ADEME qui vante la sobriété a fait polémique, a fait réagir notamment l'Alliance du commerce. Regardez un extrait des clips de l'ADEME. Ah, bonjour. Ah bonjour, j'ai un petit souci avec ma machine à laver, donc je me suis dit autant en racheter une, mais là, vous me conseillez laquelle ? Ah bah aucune. Pourquoi elles sont pas bien vos machines ? Si, mais je vous déconseille d'en acheter. D'accord, j'ai pas compris. Non, c'est parce que moi je suis dévendeur. Allez d'abord voir notre service réparation. Et puis si c'est un petit souci, ça devrait pouvoir se régler facilement. Et ce sera mieux pour la planète et votre porte-monnaie. Parce que les dévendeurs n'existent pas, posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Rendez-vous sur épargnonsnosressources.gouv.fr. Alors, il y a eu ce clip, mais aussi un autre clip concernant notamment l'achat de vêtements. On voit un dévendeur qui conseille à une personne de ne pas acheter une veste. Olivier Henno, qu'est-ce que ça vous incite ? On est un peu dans l'entre-deux. Il y a l'idée qu'à la fois, aujourd'hui, il faut promouvoir la sobriété face au réchauffement climatique. Et puis, on voit aussi toutes les faillites qu'il y a pu avoir dans les enseignes de l'habillement français, par exemple, pour prendre cet exemple. Alors, je reviens sur la question de tout à l'heure. Nous, dans les Hauts-de-France et plus dans le Nord-Pas-de-Calais sans doute, nous sommes territoire de réindustrialisation.
pas avec Alain Bertrand, mais avec Xavier Bertrand, on mène ce combat, et notamment sur Dunkerque, il y a quand même des résultats. Donc, il y a une dynamique économique. Maintenant, si on veut réussir la transition écologique, il faut quand même qu'on aille vers un autre modèle que celui de la surconsommation. Alors, évidemment, est-ce que c'est heureux que ce soit le ministère mais il y a aussi une dimension d'humour. Et moi, je ne compterai pas parmi les personnes qui dramatisent. Je trouve d'ailleurs, c'était un peu le débat précédent, il y a quand même toujours une espèce de dramatisation du débat politique. On a besoin d'apaisement. On ne peut pas à la fois vouloir promouvoir l'économie circulaire, un autre modèle et une moindre consommation et aussi moindre rejet de gaz de carbone, et puis s'étonner de ce genre. Moi, je refuse les indignations. Vous ne polémiquez pas là-dessus. Non, je refuse les indignations sélectives. J'ai horreur des indignations sélectives. Donc, je n'aurais pas fait, si j'étais ministre, pour être clair, cette communication, mais de là à dramatiser cette communication, ça me paraît excessif. C'est une parole sage. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre Wizy ? Moi, je l'aurais faite. Je l'aurais faite si j'étais ministre, mais pour une raison simple, c'est que je trouve ça assez incroyable, en fait, ce qui s'est passé au niveau de cette polémique. Tout notre réel, toute notre vie est une grande vitrine. Nous nous baladons dans la rue, on nous invite à acheter. Nous allons sur Internet, il y a des publicités. Il y a des panneaux publicitaires partout. Pour une fois, il y a une campagne avec deux spots qui nous dit quoi ? Qui nous dit, lorsque vous achetez, réfléchissez à l'impact social, à l'impact environnemental de votre acte de consommation. C'est 2 spots dans un océan d'invitation à l'achat. Donc en soi, c'est 3 fois rien. C'est une poussière d'étoiles. Donc moi, je trouve que c'est très bien. C'est vraiment très bien qu'on puisse sensibiliser les gens. Et puis par rapport à ce que vous disiez sur la filière textile, la vérité de la filière textile, c'est quoi ? Et vous le savez bien aussi dans les Hauts-de-France, et on le sait dans les Hauts-de-France, c'est que l'appareil textile, il est parti depuis très longtemps, et qu'à l'inverse, on a intérêt à promouvoir l'achat raisonné, de qualité, avec plus de valeur sur le territoire national, parce que le modèle, c'est pas Shine et la fast fashion, ça rapporte rien à l'économie française. Ça rapporte aux concurrents de la France qui ont des modèles à très bas coûts salariaux, etc. Donc moi, je trouve ça très heureux. Les faillites, c'était aussi Copcopine, San Marina, Go Sport, Camailleux, André, Koukaï. Mais parce que, vous avez raison, vous avez totalement raison, mais parce qu'en face, il y a toujours une concurrence acharnée de pays à bas coût. C'est quand même ça, la réalité de ça. Donc c'est quand même bien qu'on puisse dire de la valeur dans les vêtements, de la valeur dans ce qu'on produit. Et je trouve que ces clips disent aussi ça. Henri Cabanel, pas de quoi polémiquer ? Non, moi je pense pas, mais bon, déjà, il faudrait que au gouvernement, ils s'entendent aussi entre les ministres. Oui, parce qu'on a vu la ligne Bruno Le Maire contre la ligne Christophe Béchu. La problématique, elle vient de là, entre le ministre de l'économie et le ministre de la transition écologique. Bon, ils ont deux visions différentes. Mais je crois qu'il est essentiel, effectivement, qu'on ait cette volonté de changer notre mode de consommation. Donc je comprends le ministre de l'économie qui, lui, notre croissance est basée sur la consommation. Donc lui, il veut tirer devant sur la consommation. Et le ministre de la transition écologique qui a une autre vision que je partage. Et je rejoins mon collègue. Devant donc le nombre de publicités qu'il y a, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'on connaît. Donc bon voilà, il n'y a pas de quoi faire polémique. Mais encore faudrait-il quand même que dans le signe que veut donner le gouvernement, il s'accorde sur la communication. Voilà, parce que c'est important aujourd'hui de nos jours la communication. On a entendu beaucoup Bruno Le Maire, en termes de signes de communication, parler de la fin du quoi qu'il en coûte. Et justement, la Commission des finances, lors de l'examen du budget 2024, propose des mesures de ciblage pour sortir les ménages les plus aisés du bouclier tarifaire sur l'électricité. Écoutez, le rapporteur général du budget, Jean-François Husson. Et ceux des Français qui ont les revenus les plus élevés, ils n'auront pas d'aide. Et quand je dis ils n'auront pas d'aide, c'est parce que nous avons des choix à faire. Chacun peut faire ses arbitrages. Les ménages les plus modestes, souvent, n'ont pas de choix, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Et vous le savez, parce que finalement, ils cumulent des situations difficiles, passoires thermiques, précarité économique et souvent sociale. Là, on doit mettre l'accent le plus important. Et dans les ménages, chez les ménages les plus aisés, ça relève plus de l'arbitrage personnel. Olivier Henno, il faut sortir les ménages les plus aisés du dispositif. Ça représente une économie de l'ordre d'1 milliard sur un dispositif qui en coûte 10 milliards, ce bouclier tarifaire sur l'électricité. Alors moi, sur un plan économique,
je suis favorable à la vérité des prix. Et que quand on compense la réalité des prix, ça coûte très cher. Alors qu'on le cible pour des personnes qui sont dans la difficulté, je trouve ça tout à fait normal. Mais si on le cible pour tout le monde, on a une dépense publique très élevée, c'est le cas de la France, on a un endettement très élevé, c'est le cas de la France, et on a une incapacité à traiter la question des services publics. C'est-à-dire qu'à force de redistribuer, on a des services publics qui fonctionnent de plus en plus mal. Et cette situation, elle ne peut pas durer. Et je crois qu'il est urgent de tourner le dos du quoi qu'il en coûte. Je reproche d'ailleurs au gouvernement, au président de la République d'être un peu lent sur cette fin du quoi qu'il en coûte. D'ailleurs, je ne trouve pas la formule très heureuse, pour être tout à fait vrai. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça. C'est vrai sur le PLFSS, c'est vrai sur le PLF. 3 050 milliards de dettes, bientôt un service de la dette à 74 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que le budget éducation. Ce n'est pas responsable vis-à-vis des générations à venir. Et donc, aujourd'hui, il est temps de pratiquer la vérité des prix, mais d'aider les personnes les plus modestes. Je crois que c'est responsable et je partage ce qui a été dit par le rapporteur général du budget. Henri Cabanel, on voit pourtant bien le gouvernement qui s'oppose à cette mesure de ciblage pour sortir les ménages les plus aisés du bouclier tarifaire. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, je pense que déjà, dans toutes les décisions qui avaient été prises avant celle-là, notamment sur le carburant, où le gouvernement avait fait des gros efforts pour baisser le tarif du carburant, sans ciblage, on s'est aperçu que, quand même, il y avait une grosse différence entre celui qui prenait sa voiture pour aller en congé et celui qui la prenait tous les jours pour aller travailler. Et donc là, effectivement, je pense qu'il faut cibler. Après, c'est très complexe parce que chacun annonce des chiffres où nous, on a du mal à savoir qui dit vrai. Et je pense que la solution viendra, notamment au niveau de l'énergie, du véritable coût de l'énergie. Il faut et pour cela, voilà. Revoir le coût de l'électricité. Exactement. Et la formation du prix de l'électricité. Voilà, nous étions en commission des affaires économiques ce matin où un de nos collègues nous a dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est capable de comprendre la facture d'EDF ?» Voilà, bon, c'est vrai que c'est très complexe, on ne comprend pas grand-chose. Donc, il est évident qu'il faut, et je crois que le groupe Union Centriste va demander donc une mission d'information ou une mission d'enquête, je crois, sur l'élaboration du prix de l'électricité. Je crois que c'est ce travail-là qui nous permettra effectivement de savoir le vrai coût de l'énergie et le vrai coût que paieront demain nos concitoyens. Alexandre Bouzy, c'est la majorité sénatoriale qui veut sortir les plus aisés. C'est la droite du Sénat qui veut aller dans ce sens. Ce n'est pas forcément classique, mais et on voit le gouvernement qui s'y oppose. Oui, alors le gouvernement et puis nous aussi, nous avons voté contre. Et je peux vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il y a une forme de trompe-l'œil dans la présentation. Quand on dit les ménages les plus aisés, la réalité, c'est que c'est ciblé sur les 6 premiers déciles. Vous savez quand est-ce que vous sortez du 6e décile ? Lorsque vous gagnez 2 200 € par mois. Donc ce n'est pas les plus aisés. On n'est pas dans quelque chose qui va toucher ceux qui ont de fortes capacités contributives. Les classes moyennes. Exactement. On n'est même pas sur le haut des classes moyennes. On est au milieu des classes moyennes, en fait, au niveau de ce décile. Donc ce n'est pas vrai de dire qu'il y a une erreur de présentation. Et nous, justement, ce sur quoi on se bat depuis des années maintenant, c'est de dire... Regardez, il y a des gens qui ont des facultés contributives très élevées. Et donc, on vous invite en recette à aller chercher, je donne un exemple, le prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes, c'est exactement 1 milliard d'euros. C'est le prix que coûte cette mesure. Et là, ça va cibler en effet les gens qui touchent des dividendes, des actions, donc c'est-à-dire complètement le haut du panier des revenus. Vous voyez, donc nous, on a une cohérence. Et j'ajoute un dernier point. L'énergie, c'est la grande question de ce siècle. C'est la grande question de ce siècle. Si on rentre dans la question énergétique en coupant les Français en deux, on rentre très mal dans ce débat. Très mal dans ce débat. Donc c'est pour ça que nous, on invite à travailler sur les recettes et pas à travailler sur des écrêtements budgétaires tels qu'ils sont présentés aujourd'hui par le gouvernement et pas par le gouvernement, par la droite sénatoriale et la majorité sénatoriale. Olivier Henno, effectivement, 2 200 €, on ne peut pas considérer que ce sont les Français les plus aisés. Mais voyez-vous, j'ai vraiment une conception radicalement opposée. C'est sûr. C'est que c'est pour ça qu'il y a un débat. C'est assez logique. Mais et même, voyez, vous pouvez pas dire dans ce pays, il faut encore augmenter la dépense publique. Ça n'est pas possible, ça n'est pas responsable. Et ça m'apparaît même démagogique, pardonnez-moi. Aujourd'hui, la question, c'est de ramener une dépense publique. On est un des pays européens, le pays européen qui a le plus fort prélèvement obligatoire. Et donc, si on va encore un peu plus loin dans ce sens-là, il me semble que c'est simple, on augmente la dette.
3 050 milliards d'euros. Et on se dit tranquillement, continuons de distribuer, continuons de dire on peut distribuer et avoir les meilleurs services publics. Ça n'est pas vrai. Tout ça se fait à la fin aux dépens des services publics et même aux dépens des services publics de santé, voyez-vous. C'est même dit par certains des collègues de mon collègue M. Jomier lui-même. Il faut prioriser à un moment donné. Et si on ne priorise pas, eh bien, on a une dépense publique qui n'a plus de sens. On a un pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés, où le niveau de la dette est le plus élevé, et on a bientôt 74 milliards de dettes de remboursement, plus fort que le budget de l'éducation nationale. Et il faudrait continuer à dépenser. Ben non, moi je préfère la liberté des prix et en ciblant les aides. Vous voulez répondre ? Oui, bien sûr. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est en effet la manière dont on regarde le réel. Monsieur le sénateur voit et dit « mais regardez comment on redistribue ». Mais vous voyez bien que les inégalités, elles progressent dans ce pays. C'est bien qu'on... C'est un autre sujet, non, c'est pas un autre. Non, c'est pas un autre sujet. Monsieur le sénateur, c'est pas un autre sujet. Parce que la redistribution, c'est l'outil qui nous permet de limiter les écarts de revenus. Premier point. Deuxième point, la dépense publique. Évidemment qu'on a des prélèvements élevés. On a un niveau de socialisation d'un nombre de dépenses. Vous allez nous comparer aux États-Unis demain en disant « c'est quand même bien dommage, en France, on a la santé qui est payée ». Et troisième point, c'est pas vrai que c'est démagogique pour une raison simple. Nous, tout est chiffré. Voilà, tout est chiffré. On a un contre-budget simple qui dit allons chercher 6,5 milliards d'euros sur les super dividendes. Allons chercher 1 milliard d'euros sur le prélèvement forfaitaire unique. Allons chercher 15 milliards sur les impôts de production qui viennent d'être supprimés. Ça vient d'être supprimé. C'est pas des choses qui sont délirantes. Ça existait il y a 2 ans. Donc nous, on veut financer l'écologie, le pouvoir d'achat grâce à ces outils-là. Henri Cabanel, on est aussi dans un contexte, il nous reste 3 minutes, mais où je voudrais quand même parler du fait que nous attendons la note d'une agence de notation, Standard & Poor's, c'est vendredi, et cela après la dégradation de notre note par l'agence Fitch. Est-ce qu'il y a aussi des inquiétudes légitimes par rapport à cette note qui nous attend à la fin de la semaine ? Mais bien sûr qu'il y a des inquiétudes à avoir, mais bon, voilà, pour en revenir au débat, on est sur une volonté gouvernementale qui ne veut plus donc prélever de taxes, qui veut baisser des impôts, et avec un paysage économique, avec une inflation, même si elle a été limitée, qui existe aujourd'hui. Toujours, ouais. Donc l'équilibre, et je rejoins donc mon collègue qui dit qu'il faut effectivement regarder de près la dette, mais on est dans une situation quand même très compliquée, où, me semble-t-il, on est dans une nasse. Parce qu'on n'a plus aucun levier. Et si effectivement on ne veut plus donc taxer ceux qui aujourd'hui ont bénéficié, quand même, il faut appeler un chat, ont bénéficié de la crise dans laquelle nous avons été, voilà, ce sont des économies de petite échelle, parce que effectivement, dans les chiffres qui nous ont été présentés, entre le gouvernement et monsieur le rapporteur général, il n'y a pas d'accord sur les chiffres. Alors bon, nous, on regarde comme un match de ping-pong, on ne sait plus à quel sens se vouer. En attendant, dans la vision, on leur fait dire ce qu'on veut. Hein. Voilà, dans la vision qui est la nôtre, voilà, la volonté du gouvernement, c'est de ne plus taxer, de baisser les impôts, et je pense que bon, là, il va arriver un moment de rupture. Donc, à un moment donné, il faut trouver des solutions quand même qui sont beaucoup plus cohérentes que ce qui nous sont présentées. Olivier Noah, un point sur cet horizon qui va nous arriver très très vite, la note de vendredi. On ne peut pas baisser les impôts sans baisser la dépense publique. Et c'est au fond ce qu'a dit le sénateur Husson, le rapporteur général. Il faut baisser la dépense publique avant que notre notation soit dégradée et qu'on le fasse avec des taux d'intérêt élevés et dans la crise. C'est ça la responsabilité. Si on ne le fait pas aujourd'hui, on va devoir le faire demain. Car je le répète, quand on s'endette, vous voyez, moi je suis plus spécialiste du PLFSS, mais quand on a 9 milliards d'endettement pour financer notre protection sociale, 17 milliards dans 2 ans, on s'endette à 80% sur les marchés étrangers. C'est même pas l'épargne des Français qui finance ça. Et donc si on ne réagit pas maintenant, eh bien on va devoir le faire le dos au mur, et ça m'apparaît particulièrement irresponsable. Alexandre Huizey, le mot de la fin là-dessus, alors que le vice-président de la Commission européenne a déclaré que la France risque de ne pas être en ligne avec les recommandations budgétaires de l'Union européenne pour l'an prochain. Voilà l'avertissement de l'Europe, et puis effectivement cette note qui nous attend à la fin de la semaine. Bon, sur l'Europe, il y a quand même beaucoup à en dire, parce que cette règle des 3% et les règles de déficit,
On sait qu'elles ont été construites sans aucune logique économique pour des logiques financières. Je ne remets pas en question ça. Je vous dis juste qu'en effet, elles sont pas construites de la manière. Et en effet, on est face à un choix. Est-ce qu'on travaille côté recettes ou est-ce qu'on travaille côté dépenses? Vu la situation dans le pays, moi je suis pour qu'on travaille côté recettes, du côté de ceux qui peuvent contribuer. Bien, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues et Sens Public, notamment avec un débat autour de la trêve entre Israël et le Hamas et les libérations d'otages israéliens et des prisonniers palestiniens. Vous pouvez voir et revoir toutes les émissions sur notre plateforme numérique publicsénat.fr. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.